Quand on envoie de l'information à ChatGPT, c'est comme si on l'a publié sur Internet. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est privée, certes, mais qui va se servir de ces données-là pour entraîner ses futurs modèles. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Redelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Paul-Alexandre Réau, qui est CTO chez Virtim, entreprise niçoise spécialisée dans la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec Paul-Alexandre, nous allons revenir aux fondamentaux de l'IA générative pour parler ensemble des différents modèles existants et de leur fonctionnement. Bonjour Paul-Alexandre, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Bonjour Julien, écoute, très content d'être là, ça va très bien et encore une fois, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Paul-Alexandre, tu es un peu un expert qui s'est formé sur le tas, qui a acquis énormément de connaissances en matière d'IA générative. On va parler de tout ça, on va revenir un peu aux fondamentaux, on va essayer d'être très pédagogique. D'accord. Quand on parle d'IA générative, ma première question pour toi, c'est de se dire que on entend beaucoup parler du terme LLM. LLM, ça veut dire en anglais Large Language Model. Est-ce que tu peux expliquer en termes simples ce que c'est et surtout à quoi ça sert ? D'accord. Un LLM, en fait, c'est un modèle, c'est un algorithme qui est conçu pour comprendre et pour rédiger du texte à la manière d'un humain. Donc, c'est un réseau de neurones qui va être entraîné sur énormément de quantités de texte. On parle de milliards et de milliards de mots et qui va permettre, en fait, par une séquence de mots donnés, de donner une autre séquence de mots. Donc, typiquement, on a l'habitude, les plus gros cas qu'on ait vus, c'est GPT-3, GPT-4, etc. sur ChatGPT. Quand on va lui poser une question, on va avoir en sortie une autre réponse et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire ça va être capable d'analyser le texte et la façon dont parlent les humains. Ça veut dire que chaque modèle d'intelligence artificielle dispose de son propre LLM, c'est ça ? Exactement. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle de ChatGPT, on parle d'un outil qui est complet. C'est pas uniquement un LLM, c'est un outil où vous allez avoir une fonctionnalité d'historique, vous allez avoir des fonctionnalités pour envoyer des messages, etc. Et derrière, les modèles qu'on retrouve chez ChatGPT, ça va être GPT-3, GPT-3.5, GPT-4 et maintenant GPT-4o. Et donc, on va pouvoir en fait sélectionner le modèle qui est derrière, qui est au cœur de la machine, et c'est à lui qu'on va aller poser des questions. Et chacun de ces modèles a des spécificités qui dépendent en fait de leur dataset d'entraînement et sur quoi est-ce qu'ils ont été spécialisés. D'accord. Et donc, j'imagine que la puissance ou la taille du LLM varie selon les modèles, et du coup, plus le LLM est important, gros ou entraîné, plus les résultats vont être meilleurs, j'imagine, hein, c'est ça, hein ? Alors, il y a deux choses qui sont liées à la taille du LLM. Plus un LLM est gros, plus généralement il est entraîné sur une quantité de data qui est très importante, et plus il va être généraliste. En fait, c'est l'exemple parfait, c'est ChatGPT et GPT-4. On a un modèle qui est gigantesque, qui fait 1,8 trillion de paramètres, donc c'est colossal. Et il va être très général, il va être excellent pour répondre à des questions du quotidien ou des questions historiques, par exemple, parce qu'il a emmagasiné énormément d'informations. Par contre, on a des usages de l'IA qui nécessitent d'avoir des modèles qui sont spécialisés. Et en fait, la plupart des modèles, même plus petits, une fois qu'ils ont été entraînés sur des tâches spécialisées, ce qu'on appelle le fine-tuning, ils vont être bien meilleurs à la réalisation de cette tâche qu'un modèle qui est généraliste. Ça a été prouvé sur des benchmarks. Aujourd'hui, on a des modèles qui sont bien plus petits, des modèles open source ou pas d'ailleurs. Je pense par exemple à Llama, le modèle de Meta, qui, une fois entraîné sur des tâches spécifiques, va être bien meilleur en tout cas qu'un GPT-4 sur cette tâche. Tu peux donner quelques exemples d'un LLM entraîné sur des modèles spécifiques, juste qu'on comprenne bien la différence entre des LLM généralistes type ChatGPT et puis des LLM peut-être un peu plus précis. Alors en fait, tous les LLM peuvent être spécialisés. Je m'explique. Quand on a un LLM, il a eu un entraînement de base, c'est-à-dire qu'on va donner tout un tas d'informations à ce LLM qui va digérer, avoir une quantité d'informations qui est définie, et ensuite on va pouvoir le fine-tuner. On parle donc le fine-tuning, c'est quoi ? C'est tout simplement permettre au LLM de s'améliorer sur des tâches qui sont précises et d'orienter ses réponses. Typiquement, nous chez Virtim, on utilise Mistral comme LLM de base et on l'a fine-tuné sur un dataset qui est propriétaire. Pourquoi ? Pour s'appliquer dans l'usage qu'on a, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information dans des documents, de les reformuler et de faire de la synthèse. Donc, il va être excellent pour faire de la synthèse sur des documents qui sont des documents type entreprise, par exemple. Ça va être possible de fine-tuner un modèle sur, par exemple, des domaines comme le droit. On va être capable de les améliorer sur certaines choses. Le code et les maths, c'est aussi un très bon exemple. Mistral qui a sorti très récemment CodeStral, par exemple, qui est un modèle qui est spécialisé dans la rédaction de code informatique. D'accord. Donc en fait, de la manière dont tu entraînes ton LLM
Dépend la qualité de la sortie derrière, hein, quand tu l'interroges, c'est ça? Exactement. En fait, la data, c'est vraiment l'enjeu de l'IA, c'est, la qualité de la data en entrée et à l'entraînement qui va permettre d'avoir un LLM et un modèle qui est très précis. D'accord. Et donc, pour ça, on a des démarches itératives, en fait, sur, comment raffiner ces datasets-là pour avoir un modèle le plus, précis avec le moins de taille possible parce qu'il y a aussi évidemment une question d'efficience là-dedans. Et je disais en introduction, donc toi tu es CTO chez Virtim. Comment est-ce que vous travaillez en interne avec tes équipes sur justement ces LLM? Tu peux nous expliquer, nous donner peut-être quelques exemples? Alors, nous, c'est assez simple. À la base, on a un modèle qui s'appelle Mistral 7 milliards de paramètres, qui est un modèle open source français, qui a été, publié par Mistral, hein, la société du même nom. Et nous, notre rôle, ça va être de le fine-tuner sur notre cas d'usage. C'est-à-dire que Héloïse, qui est notre directrice de la R&D, va avoir un dataset qu'on a constitué au fil du temps, avec des documents et des paires de questions-réponses qui correspondent à notre cas d'usage, c'est-à-dire la recherche dans les documents et le monde professionnel en général. Et elle va le faire s'entraîner là-dessus et donc on va avoir un modèle qui en sortie est une version modifiée de Mistral, qui est bien plus performante sur les cas d'usage sur lesquels on l'utilise et qui va du coup être beaucoup plus précis et ça va éviter, tout un tas d'hallucinations, ou de phrases qui sortiraient du contexte et qui n'auraient pas de sens dans ce cas d'usage-là. D'accord, OK. Alors si on revient un peu sur l'IA générative, on va dire de manière globale, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne? Quels sont les mécanismes et qu'est-ce qu'il se passe en arrière quand je demande quelque chose à ChatGPT et que j'appuie sur la touche Enter? Alors, en fait, une IA, en tout cas l'IA générative comme on la connaît aujourd'hui, c'est des modèles qui sont des réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones, on les appelle transformers. C'est une technologie qui a été introduite en 2017 par Google dans un papier qui s'appelle Attention is all you need. Et globalement, ça va permettre à ces neurones-là, quand ils vont constater une phrase qui va être entrée par l'utilisateur, ils vont être capables de traiter chaque mot avec le contexte global de la phrase. Et donc du coup, l'attention, c'est ça, c'est d'être capable de dire Mmh. tel mot est en relation avec tel mot et de faire en fait une pondération de l'importance des mots et donc de reconstituer comme ça le sens d'une phrase. Et le but, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est de dire on a une séquence en entrée, c'est du sec to sec, donc une séquence en entrée qui va produire une séquence en sortie. Et cette séquence en sortie, c'est la réponse qu'on va avoir de ChatGPT. Après, c'est aussi important de préciser que ChatGPT, c'est pas uniquement LLM en fait, hein, c'est tout un produit qui va autour. Et quand on voit par exemple un ChatGPT 4 qui est capable de produire du code, faire des recherches sur Internet, etc. En fait, il va avoir à sa disposition non seulement un LLM, mais aussi tout un tas d'outils de type recherche sur le web, génération de code pour GPT-4o, création d'images. Et en fait, ça c'est ce qu'on appelle un agent d'IA. Donc c'est un système Mmh. agentique, c'est-à-dire que quand l'utilisateur va poser une question, l'IA, elle va lire cette question, déterminer quel est le bon outil à utiliser, s'il faut utiliser la connaissance du LLM, s'il faut plutôt aller chercher sur Internet, etc. Et donc, produire le contenu qui est le plus pertinent. D'accord. On parle parfois des IA multimodales. Ça veut dire quoi? Tu peux expliquer rapidement ce concept d'IA multimodale? Alors, l'IA multimodale, c'est une IA qui va être capable d'avoir en entrée pas uniquement du texte, mais aussi de l'image. Ça peut être de la voix, donc du son, ou de la vidéo. La plupart du temps, donc on a des modèles qui sont spécialisés sur la voix, on a des modèles qui sont spécialisés sur la vidéo. Mmh. Et quand on est face à un GPT-4o qui est multimodal, en fait, ça va être un branchement de plusieurs modèles. C'est là où, entre guillemets, ils trichent un peu et c'est un peu compliqué de les comparer à d'autres LLM. C'est qu'en réalité, c'est un agrégat de modèles qui ont tous des fonctionnalités différentes et notamment un pour générer de l'image et un pour récupérer du son, etc. D'accord, donc la multimodalité, c'est la capacité à traiter différents types de formats et de médias, c'est ça, hein? Du texte, de l'image, de la vidéo, de la voix, et cetera. Qui sont traités par plusieurs modèles différents qui sont imbriqués les uns aux autres par ce système d'agents. Alors ChatGPT, c'est un modèle, ce qu'on appelle propriétaire, qui a été développé par OpenAI. À l'inverse, on a d'autres modèles comme Llama qui appartient à Meta, qui lui est plutôt un modèle open source. Exactement. C'est quoi la différence fondamentale entre un modèle open source et un modèle propriétaire? Comment ça fonctionne et est-ce que tu peux donner quelques exemples? Alors bien sûr, dans la partie, modèle, propriétaire, on a tous les modèles d'OpenIA, paradoxalement avec le nom, passé GPT-3, donc GPT 3.5, GPT-4. On a aussi, les modèles de Google par exemple, Gemini. Ça fait partie de ces modèles qui sont propriétaires dans le sens où on n'a pas accès au code qui a servi à constituer l'IA, on n'a pas accès aux données d'entraînement et le seul moyen d'interagir avec, c'est via une API, donc on est contrôlé dans l'usage, la fonctionnalité et cetera.
Un modèle open source, en fait, c'est surtout une question de licence. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ce modèle-là? Le bon exemple, c'est les modèles de Meta, comme Llama ou alors Mistral, qui a sorti certains modèles également en open source et qui vont permettre aux utilisateurs de la communauté de le modifier, l'enrichir, l'adapter et de s'en servir pour un usage, soit pour de la recherche, soit pour un usage qui peut être commercial. Donc en fait, on est sur une question principalement de droit, qui a le droit d'utiliser quoi, aussi d'explicabilité, parce que c'est le modèle d'OpenAI est extrêmement opaque, hein, on n'a pas d'informations sur, on a des estimations sur la taille, les données qui ont servi à l'entraîner, mais au final, on n'a rien de concret. Là où un Mistral et un Meta vont donner tout, ou en tout cas partie de ce qui a servi à l'entraîner et vont permettre en tout cas de créer une surcouche sur ces modèles. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment qui est vraiment clé et charnière sur l'utilisation de l'IA. On est dans une phase où il y a un quasi-monopole de la part de OpenAI et où donc une utilisation massive d'une IA comme ça peut engendrer plein de problèmes différents du type, moi, si j'utilise uniquement ChatGPT pour avoir accès à mes informations, je vais avoir un point de vue différent. Donc en fait, si on veut une pluralité de points de vue, théoriquement, il nous faudrait une pluralité de LLM. Mmh. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant. Je pense qu'il y a aussi un bon exemple concernant la pluralité d'opinion, c'est Grok, qui est le modèle qui a été le modèle d'Elon Musk, hein, qui a été fait par Twitter et qui a une patte, on va dire, un peu plus pinçante. Des fois, il est capable de faire de l'humour, voire même de l'humour noir, là où un chat GPT va être très policé, très politiquement correct. Donc en fait, le fait d'avoir ces différents modèles, ça va permettre à la fois d'éviter une situation de monopole, d'accélérer la recherche, donc avec un système collaboratif, et d'être utilisé par des sociétés qui n'auraient pas l'argent, parce que ça coûte extrêmement cher d'entraîner un modèle, pour créer des modèles propriétaires. Est-ce qu'on peut dire qu'un peu chaque modèle a sa propre ligne éditoriale? Tu parlais un peu de Grok et de ChatGPT, ouais? C'est presque ça. Il y a plusieurs choses qui changent. En fait, comme le dataset d'entraînement est différent, il va avoir accès à une connaissance qui est différente. Et donc, à ce moment-là, s'il a été orienté plutôt sur un tel type de contenu, il aura plus telle vision et telle ligne éditoriale, ouais, effectivement. Et pour une entreprise qui souhaite utiliser des modèles existants d'intelligence artificielle pour développer des logiciels ou autres, ce que vous faites par ailleurs chez Virtim, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant d'aller vers un modèle plutôt qu'un autre? Pourquoi vous avez choisi Mistral plutôt que ChatGPT, par exemple? Alors, la différence entre Mistral et ChatGPT, pour nous, ce qui était important, c'est qu'on voulait un modèle qui puisse être hébergé 100% en France et avec une question de gouvernance et de cybersécurité qui était très forte. D'accord. On travaille principalement avec des grands groupes, qui sont des grands groupes français et où les directions de services informatiques ont des exigences sur la sécurité et l'hébergement des données qui est très importante. Faut voir que quand on envoie de l'information à ChatGPT, c'est comme si on l'a publié sur Internet. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est privée, certes, mais qui va se servir de ces données-là pour entraîner ses futurs modèles. Et donc demain, je fais fuiter dans OpenAI et dans GPT-4 un mail avec, par exemple, un numéro de téléphone ou un email en bas de page. Mmh. Potentiellement, cette information va se retrouver plus tard dans le modèle et on pourra l'extraire par tout un tas de méthodes. Donc nous, on voulait vraiment avoir un contrôle à 100% sur le modèle et son utilisation. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur Mistral et de le fine-tuner. Finalement, le choix entre des modèles open source et des modèles propriétaires, c'est un premier choix. Ensuite, il faut faire le choix entre les différents modèles open source. Et là, on fait des benchmarks, c'est-à-dire qu'on va faire toute une série de tests à ces différents modèles pour estimer lequel est le meilleur. Typiquement, Mistral, on l'a choisi parce qu'il a une capacité à répondre en français qui est probablement la meilleure du marché. Et c'était beaucoup plus facile pour nous de l'entraîner sur du contenu français que d'autres modèles. Est-ce qu'on peut dire aussi que les modèles open source sont plutôt gratuits et les modèles propriétaires sont plutôt payants? C'est toujours vrai ça ou pas? Alors, c'est pas toujours vrai. La plupart des modèles open source sont gratuits, utilisables commercialement. Après, ça dépend des licences et le nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que si vous faites un produit qui cartonne et qui a plus de 70 millions d'utilisateurs, par exemple, Llama est en droit de vous vendre une licence derrière pour que vous puissiez utiliser son modèle, ce qui est normal. Il y a aussi beaucoup de modèles open source qui sont pas utilisables commercialement, mais qui ne sont dédiés qu'à la recherche, par exemple, pour aider le monde universitaire et pour faire avancer la science, mais pas forcément pour une utilisation qui entraîne ensuite une exploitation monétaire. La plupart des modèles privés sont évidemment payants et on y accède via une API, donc en l'appelant et directement en mettant le message en entrée, en recevant une sortie, sans savoir en fait tout ce qui se passe au milieu. Donc il y a aussi ce côté opaque du modèle privé. Donc quand une entreprise propose un logiciel ou un chatbot sur son site web, qui est nourri à l'intelligence artificielle, côté client, en fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe. On ne sait pas quel modèle est utilisé, quelle techno, si c'est open source ou propriétaire et où vont les données.
C'est ça, hein, le problème? Exactement, ça peut être opaque. Alors c'est quelque chose qui va être amené à changer avec, l'AI Act, hein, qui a été voté par l'Europe. Mmh. Donc on va être obligé de spécifier, en tout cas dans un document qui va être donné aux régulateurs, les différents types, de documents d'entraînement, ce qu'il y a derrière et d'ouvrir un petit peu plus et qu'on ait des informations sur ce qui se passe. Par contre, c'est vrai que pour l'utilisateur, il ne sait pas forcément quel modèle il y a derrière. Nous, on communique beaucoup sur notre modèle parce qu'on veut être le plus transparent possible et on a cette importance de la gouvernance et de la cybersécurité qui est vraiment au cœur de notre produit. Mais on peut tout à fait imaginer que je ne cite pas, par exemple, le modèle qu'on a derrière et l'utilisateur ne s'en rendra pas compte. Donc voilà un petit peu comment ça se passe sur un outil. Et en fait, il faut voir un truc, c'est que quand on crée un produit autour de l'IA, la plupart du temps, on fait pas de l'IA pour de l'IA, on est là pour répondre à une problématique. Et donc, il y a des sociétés qui n'estiment que c'est pas forcément important de mettre en avant leur modèle, mais plutôt de mettre en avant l'agrément d'utilisation, l'expérience utilisateur, et donc de pas forcément insister sur quel modèle il y a derrière ou quoi. D'accord, OK. Alors tu disais, tout à l'heure, effectivement, chaque solution d'IA générative a un peu ses propres versions. Tu parlais de GPT 3.5, 4, 4o. Pour Meta, on parle de Llama 2, Llama 3. Heu, est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences entre ces modèles et surtout, comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon modèle selon le bon cas d'usage? Est-ce que tu as quelques conseils, bonnes pratiques à partager? Exactement. Alors bon, quand on a pour choisir entre un Llama 2, un Llama 1 ou un Llama 3, en général, bah, la dernière version est la meilleure, hein, c'est souvent comme ça. Donc en général, par exemple ChatGPT, chaque nouveau GPT améliore de quasiment 20 la pertinence des réponses. OK. Donc à chaque fois, on est sur un modèle qui est de plus en plus pertinent, de plus en plus précis, de plus en plus gros souvent et avec un entraînement qui est assez fin. Après, quand on va chercher une utilisation qui est particulière de ces modèles-là, le mieux, ça reste encore de faire des benchmarks quand on en a besoin, comme nous, par exemple, dans un cas d'usage qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation. On va avoir besoin d'un modèle qui va très facilement comprendre qu'on veut synthétiser du texte et ensuite formater le texte et sa réponse d'une certaine manière. Donc il y a des modèles qui sont meilleurs à ça que d'autres. Il y a plein d'exemples. On a Cohere par exemple, qui est une entreprise qui a développé Commander+, qui est très fort pour faire du choix dans tout ce qui va être je donne une requête et ça va transformer ça en requête API. Mmh. Donc de transformer une demande en texte en demande informatique. Donc est-ce que je vais aller chercher de l'image? Est-ce que je vais aller chercher du texte? Est-ce que je vais aller sur Internet? Et de prendre des choix comme ça. Donc on a des modèles qui sont spécialisés, encore une fois selon le cas d'usage, sur du code, la génération d'images ou autre. Donc ça va être ça, les différentes versions vont correspondre à la fois un niveau de qualité et un standard de qualité, et à la fois à un cas d'usage qui est spécifique, et ça peut même être sur des langues différentes, par exemple. Donc on voit qu'il y a des différences OK. assez fortes entre les Et modèles. est-ce qu'on peut dire que plus le modèle est gros, plus il est lent? C'est toujours vrai ça ou pas? Parce que j'ai l'impression que le dernier GPT 4o est plutôt rapide alors qu'il a l'air plus gros. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte sur la vitesse d'exécution d'un modèle. Déjà, la première, c'est que GPT-4 et GPT-4o sont, des mixtures of experts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gros modèle qui va en combiner plusieurs petits. Et donc en fait, quand il va être appelé, ce qu'on appelle l'inférence, il ne va pas utiliser 100 de ses capacités. Donc en fait, s'il a besoin que de 25 on va dire, de sa connaissance, il va être capable d'aller, beaucoup plus vite puisqu'il va utiliser beaucoup moins de, capacités. Ce qui va aussi être un facteur limitant, ça va être l'infrastructure. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des sujets au cœur de l'IA. C'est comment est-ce qu'on va être capable d'héberger ces modèles aussi gros et de les faire tourner extrêmement vite pour une demande en temps réel avec le public. Bah là, en l'occurrence, OpenIA ont des énormes baies de serveurs avec des cartes graphiques, ce qu'on appelle des GPU, qui vont accélérer en fait la vitesse de réponse Ouais. du modèle. Donc si on a un énorme serveur avec d'énormes GPU, on va être capable de faire tourner des modèles extrêmement gros. Mais évidemment, il y a aussi une question d'efficience, d'impact climatique également. Et donc d'avoir un plus petit modèle spécialisé, ça veut souvent dire moins de capacité de calcul, donc moins d'impact et surtout une exécution qui est plus rapide. D'accord, OK. Alors quand on parle d'IA, il y a un sujet, tu en as parlé très rapidement en début d'entretien, c'est le sujet des hallucinations. Alors juste pour expliquer très rapidement, une hallucination, c'est quoi? C'est simplement le modèle d'IA qui crée, une information qui est fausse, mais de manière très convaincante. Il peut inventer des personnages, des dates, des événements, et cetera. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux expliquer un peu la problématique autour de ces hallucinations? Comment vous, chez Vertim, vous faites pour les traiter? Et surtout, est-ce que c'est facile à détecter et comment on peut vraiment, faire en sorte de pas se faire piéger quand on est une entreprise? Alors c'est pas évident. L'hallucination, c'est quand même un vaste sujet. Globalement, quand on a un modèle de langage, c'est un modèle qui est probabiliste. J'ai le chat chasse dans la cuisine, il y a une forte probabilité que ça soit la souris, le mot qui manque. Mmh. Sauf qu'en fait, si c'était chasse le mulot ou chasse le renard, j'en sais rien, et ben en fait l'IA elle a aucun moyen de le savoir.
parce qu'elle a pas le contexte suffisant. C'est pour ça que nous, des fois, en fait, on va avoir, sur des modèles, qui sont généralistes, comme j'ai dit, des réponses qui sont, parfois approximatives ou avec des erreurs. Il va toujours privilégier d'avoir une réponse à la question qui est demandée, puisque la probabilité d'avoir une réponse, elle est plus importante à la probabilité de ne pas en avoir, vu la quantité de documents qu'il a. Et donc du coup, il va mettre en avant une réponse qui est parfois, fausse, partiellement fausse ou, avec des faux positifs, quoi. Donc nous, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça chez Virteam? On a un cas d'usage déjà qui est assez particulier. On fait ce qu'on appelle du RAG, et donc comme je l'ai dit, au Retrieval Augmented Generation. On va nourrir l'IA d'un bout de texte, enfin plusieurs bouts de texte qui proviennent de documents qui ont été publiés par l'entreprise sur notre plateforme. Donc à partir de là, en fait, le travail de l'IA va être surtout de reformuler l'information. Elle va pas avoir un travail de dire: «Je récupère dans mon savoir pour fournir une information sur le tas». Mmh. Donc déjà, ça enlève une grande partie des erreurs et ça permet de dire cette information provient de documents. On a les sources, ça c'est aussi très important. On affiche les sources qui sont consultables de ce qui a servi en fait à répondre à la question. Et en fait, on a aussi tout un tas de guardrails qui font qu'on est capable de dire voilà, est-ce que il est en train de dire quelque chose qui est partiellement faux? Est-ce qu'on a l'information suffisante dans les documents pour pouvoir le dire? Et ça va se faire en fait par la similarité sémantique, donc la similarité dans le sens des mots entre le texte qui a été publié par l'entreprise, typiquement ça peut être une convention collective, et la question qui est posée par l'utilisateur et la réponse. Et donc du coup, comme ça, on va être capable de réduire à quelques pourcents l'erreur et les hallucinations. Il faut savoir qu'un GPT-4 aujourd'hui, on estime qu'il a, en fait, il a 95 à 96 de bonnes réponses. OK. Ça fait quand même 4 d'hallucinations et ça peut être assez grave, hein. Donc je donne un exemple, mais dans un milieu professionnel, si demain on se sert de l'IA pour aider dans la manutention, si je dois redémarrer une machine qui est potentiellement dangereuse et que je tombe sur ce 4 d'hallucination, je peux potentiellement perdre un doigt ou ça peut être grave. Et c'est pour ça que c'est très important dans des applications business, surtout quand il y a un impact qui peut être important sur la sécurité. Nous, on travaille beaucoup avec des groupes industriels sur de la procédure et ce qu'on appelle de la QSE. Donc, c'est important pour nous d'avoir quelque chose qui est véridique et avec des sources qui peuvent être vérifiées par le collaborateur. D'accord, et donc si je te t'entends bien, le taux d'hallucination a tendance à diminuer quand on demande à l'IA de travailler à partir d'un contenu existant qu'on lui fournit? C'est-à-dire de reformuler, de résumer, de réexpliquer, plutôt que de créer, ex nihilo un contenu, hein, c'est ça? Exactement. En fait, c'est comme si on disait à quelqu'un: «Récite-moi quelque chose que tu as appris», ou au contraire qu'on lui donnait la feuille avec tout ce qu'il faut marquer et lui dire: «Bah, fais-moi un résumé de cette feuille-là». Il y a beaucoup plus de chances qu'il se trompe s'il le récite par cœur, plutôt que de dire, «Je prends ce qu'il y a sur la feuille et je la reformule». Là, en l'occurrence, bon, on n'arrive pas avec juste une feuille avec, l'information, on arrive avec, plein de bouts de texte qui viennent de documents différents et donc du coup, il a ce travail de reformulation-là à faire. Est-ce que tu sais si les entreprises communiquent sur le taux d'hallucination, que ce soit, OpenAI, que ce soit, Mistral, Google ou Meta? C'est assez rare, surtout sur les modèles fermés. Sur les modèles ouverts, en fait, c'est très facile de faire des benchmarks et on a aujourd'hui des protocoles de test, en fait, qui vont permettre de voir Mmh. si la réponse est bonne ou pas. Notamment des évaluations humaines, hein, c'est tout bête, mais on va lui poser, 500, 1000, 2000 questions et on va demander à quelqu'un de dire: «Est-ce que cette réponse te paraît bonne? Est-ce qu'elle te paraît pas bonne?» et cetera. D'accord. Basé sur de l'information, donc on va être capable comme ça de détecter l'erreur et aussi sur des, paires de questions-réponses qui sont déjà préenregistrées où on va en fait, faire comme un texte à trous, hein, on va cacher la réponse au modèle et si la réponse est la bonne, bah, on va estimer qu'il a raison. Donc à partir de là, on va être capable de mettre un pourcentage, un score sur, la capacité qu'il a à délivrer de l'information qui est véridique. Mmh. OK. Alors toi, tu es donc, je le disais, un CTO dans une start-up, qui utilise l'IA générative. Quels sont les challenges, quels sont les défis techniques auxquels tu fais face, dans ton métier quand on parle d'intelligence artificielle? Bah, évidemment des défis, on en a plein. Tu fais bien de mentionner le défi humain. C'est vrai que c'est des compétences aujourd'hui qui sont assez rares, pour trouver des développeurs et des ingénieurs qui sont spécialisés sur l'IA. Il y en a de plus en plus, mais c'est une vraie guerre des talents. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. On a de la chance d'avoir Héloïse, qui est une des rares, PhD en IA et en cybersécurité en France. Ensuite, c'est un milieu qui bouge très vite et qui bouge beaucoup. Donc, on est toujours en train de se remettre en question, de changer de modèle. Nous, pendant le développement de Virteam Compagnon, on a déjà changé 3 fois de modèle et c'est aussi notre rôle en tant que prestataire de pouvoir dire, on a cette agilité de changer, d'améliorer en fait le modèle au fur et à mesure. Là où une entreprise qui va le développer pour elle-même va sûrement faire, moins de repasses et d'évolution continue. Après les grands enjeux qui sont liés à l'IA, moi j'en vois 2 gros, principalement l'infrastructure. Aujourd'hui, ça coûte très cher de faire fonctionner de l'IA.
Alors on estime quand même que ça coûte 2 fois moins cher tous les 16 mois, donc ça avance assez vite. Mais l'infrastructure, ça reste quelque chose c'est un gros pôle de dépenses et c'est, quelque chose d'extrêmement important pour faire tourner ces modèles qui sont très gourmands. Et également, on a une question sur la data. Le facteur limitant aujourd'hui, c'est pas vraiment la technologie qu'on maîtrise plutôt bien, la technologie des LLM. Comme j'ai dit, ça date de 2017 et même avant, on avait déjà d'autres formes de LLM. Mais c'est d'avoir une quantité de data qui est suffisamment grande et suffisamment détaillée pour améliorer finalement les modèles. Aujourd'hui, un GPT-4, il a été entraîné sur quasiment l'intégralité du contenu disponible publiquement sur Internet. Donc ça fait énormément, énormément de data. Mais au final, c'est assez peu quand on compare par exemple à ce qu'expérimente un humain dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, il va falloir les entraîner avec, de la vidéo, du son, d'autres sources finalement pour qu'ils deviennent de plus en plus performants et surtout avec des sources de qualité parce que si on commence à les entraîner sur du contenu qui est généré par d'autres IA, en fait, on arrive vite à un plafond de verre. Ça a été la mode pendant un petit moment, quand, il y a eu la sortie de GPT 3.5, de dire: «On fait des modèles et on les entraîne sur des datasets créés par GPT 3.5». Donc en fait, on a rattrapé le niveau de GPT 3.5 très vite, mais on avait toujours, ce petit plafond d'écart entre les modèles qui faisait que, c'était difficile, en fait, de les dépasser. Donc la data est vraiment au cœur de notre sujet. Nous, on travaille, vraiment au quotidien pour améliorer notre dataset et toujours améliorer le modèle. Et ensuite, on a une question aussi sur l'explicabilité des modèles. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on va faire un gros pas en avant dans les prochains mois. Aujourd'hui, finalement, c'est assez compliqué d'expliquer pourquoi un modèle donne cette réponse et pas une autre. Donc, ça nous oblige à mettre en place tout un tas de guardrails pour éviter qu'il ait des propos qui sont injurieux ou alors de lui faire dire des choses qu'il devrait pas dire en fonction de la question. Alors toi, ça fait plusieurs, mois que tu travailles évidemment sur ce sujet, que tu connais bien, mais c'est pas le cas de toutes les entreprises. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une organisation qui débute avec ce sujet de l'IA, des LLM, pour développer ou intégrer une solution d'IA générative? Alors, quand on parle à des sociétés qui n'ont pas pour vocation de devenir, des sociétés d'IA, c'est-à-dire produire vraiment des outils IA, et les vendre, quand on parle de n'importe quelle société qui souhaiterait, en fait, développer des outils pour de l'interne, pour résoudre un vrai problème, je conseillerais de faire, en fait, pareil que quand on choisit une solution logicielle classique. Typiquement, il faut identifier un besoin qui est un besoin réel, qui remonte souvent des équipes métiers, hein, que ça soit des besoins sur du RH, de la formation, que ça soit sur de l'aide à la vente, par exemple, et qu'en fait, on identifie ces pain points-là et qu'on soit capable de dire si oui ou non une solution IA apporterait un ROI qui est suffisant pour justifier l'investissement dans de telles technologies. Aujourd'hui, l'IA, ça coûte cher. Si demain, j'ai un cas d'usage qui est trop précis et qui va pas générer assez de cash par rapport à l'investissement qu'on a mis dans une solution d'IA, c'est peut-être pas le moment de le faire. L'IA va devenir de moins en moins cher, on va avoir des cas d'usage qui vont exploser dans tous les sens et l'IA va devenir une commodité. Donc il y en aura partout, mais aujourd'hui, il faut prioriser sur les cas avec des ROI les plus intéressants. Typiquement, nous, notre cheval de bataille avec Gearteam, c'est de faire gagner du temps aux collaborateurs dans la recherche d'informations. Il y a une étude de McKinsey qui montre que les collaborateurs perdent en moyenne 1,8 heures à chercher de l'information propre à l'entreprise dans la journée. Donc en fait, nous, notre ROI, il est très simple. C'est-à-dire que les gens perdent 2 heures. Si on arrive à leur faire gagner à tous 20 minutes multiplié par le nombre de collaborateurs dans une entreprise de plus de 300 personnes, bah, à ce moment-là, le ROI, il est plutôt facile à calculer, quoi. Si on est sur d'autres types de sujets, typiquement sur du SAV, pareil, le ROI est extrêmement simple à calculer parce qu'on fait gagner du temps aux gens et on fait gagner en productivité. Donc voilà, je pense que le mieux pour commencer dans l'IA générative, c'est d'abord d'identifier des points, qui sont des pain points, voir si le ROI est direct et ensuite, ben, aller chercher soit le meilleur prestataire, soit les meilleurs talents pour développer des solutions qui sont, le plus agiles possible et le plus modulable parce qu'on sait qu'on va avoir énormément d'innovations, dans le futur et dans les mois qui suivent. Donc c'est important d'avoir cette capacité de rebondir, assez vite. D'accord. Pour une DSI, pour une direction des systèmes d'information, on va dire, classique, traditionnelle, qui n'est pas forcément acculturée à l'IA, est-ce que c'est compliqué de faire ce switch? Est-ce que c'est compliqué de passer en mode, IA, d'implémenter des systèmes ou est-ce qu'il vaut mieux externaliser cette partie-là? Alors ça dépend de la taille de la DSI. Parce qu'il y a une grosse partie formation, il y a une partie, recrutement, aller chercher des bons talents, se former et cetera, tu vois? Il y a une grosse partie formation, il y a une grosse partie d'acculturation aussi à l'usage de l'IA. Et toutes les DSI sont pas forcément prêtes à y aller. Nous, on travaille avec des grands groupes, donc on a souvent en face des DSI, qui sont, très bien équipés en termes de ressources humaines. Mais c'est vrai qu'il y a pas toujours les talents à disposition sur des sujets qui sont finalement assez neufs. Mmh. Donc ça peut être, compliqué de ce côté-là. D'un autre côté, passer par un prestataire externe, ça permet d'éviter de se mettre dans une phase de développement continu,
sur des produits qui ne le nécessitent pas forcément, et de bénéficier en fait des innovations et des dernières innovations du marché, sans avoir à chaque fois réallouer des budgets de développement, de suivi, de gestion de projet, et cetera. Donc ça peut leur enlever énormément de poids, et se concentrer vraiment pour eux sur leur vertical métier et ce qui leur rapporte de l'argent. Donc voilà un peu comment je vois les choses par rapport à ça. D'accord, et si on se projette dans le futur, comment est-ce que tu vois l'évolution des LLM et de l'IA générative en général dans 1 an, 3 ans, 5 ans? À quoi ça va ressembler? Ah, c'est une très bonne question. Je pense qu'il va y avoir, un gros changement, ça va être, la généralisation en fait des systèmes d'agents dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va être capable de brancher les modèles de langage à de plus en plus d'outils différents Mmh. et donc se rapprocher de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle générale. Donc c'est un grand mot et qui veut pas forcément, toujours, dire grand chose, mais en fait l'intelligence artificielle générale, c'est surtout la capacité d'un LLM d'appeler d'autres outils. Techniquement, c'est comme ça en tout cas que ça se représente et donc là, on va être capable grâce à des LLM demain de brancher tout un tas d'outils métiers, de brancher des réseaux sociaux, de la publication, de la gestion de paie, ça peut être aussi des virements. Donc en fait, on va être capable grâce à l'IA et grâce à la commande vocale ou le langage naturel, de faire tout un tas de tâches qui aujourd'hui nous demandent d'utiliser notre souris, d'aller sur des logiciels spécialisés, de faire des manipulations, et cetera. Donc je pense que le gros changement que va entraîner l'IA générative, ça va être le changement de méthode avec lequel on interagit avec la technologie. Potentiellement, alors on parle pas forcément d'un futur très proche, mais le système clavier souris écran, qu'on connaît aujourd'hui va être amené à évoluer. Par exemple avec, je sais pas, des lunettes de réalité virtuelle où on peut, parler et communiquer avec l'IA directement ou autre. Ce qui va aussi être, intéressant dans les prochains mois à venir, je pense, c'est que l'IA va devenir une commodité. Donc, on va en retrouver dans absolument tous les produits, qui sont des produits, logiciels, ou autres et hem et c'est déjà une des grosses avancées qui va arriver là-dessus. Évidemment, des modèles toujours plus spécialisés, toujours plus fins, qui vont permettre d'être toujours plus précis sur des tâches. Après, je tiens quand même à dire qu'il va y avoir une limite, sur la technologie qu'on utilise. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une limite de la data. C'est-à-dire qu'on n'arrivera probablement pas, avec les systèmes de Transformers qu'on a aujourd'hui, à émuler finalement, le monde réel parfaitement, comme le ferait un humain. Donc je crois que c'est assez parlant en fait, le GPT-4, GPT-4o a l'équivalent en termes de connaissances a été entraîné sur ce que l'équivalent de données que représente la vie d'un enfant de 4 ans. C'est-à-dire qu'arrivé à 4 ans, on a vu, X montant de données, ce qui représente en fait l'entraînement de GPT-4. Donc en fait, c'est dur de parler réellement d'intelligence, c'est plus finalement, une capacité à retrouver l'information extrêmement rapidement et à comprendre ce qu'on lui dit et c'est là vraiment la force du LLM, c'est d'être capable de comprendre l'intention de l'humain pour ensuite le rediriger vers des outils qui sont spécifiques. Mais j'ai un peu de mal à croire en une IA qui serait un LLM, un super LLM, et qui résoudrait, tous les problèmes, business ou pas ou personnels de tout le monde. Donc, voilà comment je vois en tout cas l'évolution future des LLM. D'accord, OK. Tiens, bah, dernière question pour toi, Paul-Alexandre. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui, selon toi, bénéficieraient plus que d'autres des avantages liés à l'IA générative? Est-ce qu'on peut développer, l'IA générative dans tous les domaines, que ce soit, je sais pas, les services, ça paraît logique, mais également, je sais pas, le BTP, l'agriculture, est-ce qu'il y a des secteurs ou des professions qui seraient plus touchés que d'autres? Alors, je pense que l'IA générative va toucher de près ou de loin tous les secteurs. Ça, c'est, absolument certain. Effectivement, tout ce qui va être emploi de bureau, ça va être touché, en 1 ça c'est sûr. On l'a vu, hein, le SAV, la gestion de la connaissance, la rédaction de code, Mmh. ça va faire, partie des choses qui vont être le plus facilement touchées par l'IA générative. Après, quand on parle de métiers manuels, ça peut être, fait de manière un peu différente sur l'IA générative, mais plutôt sur, tout ce qui va être computer vision. Donc, sur les entrepôts par exemple ou, dans l'agriculture. Typiquement, toute cette data-là, quand on va devoir faire des actions manuelles, vont être automatisées en fait par de l'IA et ça va être une aide, on va dire en plus aux gens qui travaillent, sur des métiers manuels. Après, je pense que tous les secteurs seront touchés et la différence, en fait, c'est l'impact et surtout, ce qui sera touché en premier, c'est les cas d'usage, comme j'ai dit, où il y aura un ROI qui sera le plus intéressant et où donc il faudra, investir le plus dans l'IA générative. D'accord. OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Paul-Alexandre, c'était très riche et très pédagogique. Merci pour ça. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Gabriel Dabisch-Febel, qui est fondateur et directeur de l'agence de marketing 1 minute 30. On écoute sa question. Est-ce que, au-delà de ce que fait l'IA de façon évidente au premier niveau,
Typiquement, ça aide à produire des contenus. Est-ce qu'il anticipe l'effet, de niveau 2 de l'émergence de l'IA? Je redonne l'exemple, si tout le monde produit beaucoup de contenu, grâce à l'IA, contenus qui mettent moins de temps à être produits, qu'à être lus, quelle est la conséquence de cette saturation? Et comment on adresse cette saturation et comment on inverse les choses? Écoute, c'est une excellente question. Je pense que la prolifération de contenu rédigé par l'IA, ce que ça va engendrer, c'est surtout qu'on va avoir, une saturation qui est totale. On va pas être capable de lire des articles qui seront meilleurs que d'autres et donc en fait, on va changer la façon dont on va lire ces articles-là. Typiquement, aujourd'hui, on utilise, quasiment tous Google pour aller chercher ces articles. Demain, on va être amené à utiliser d'autres IA, typiquement ChatGPT pour répondre à des questions. En fait, on va pas aller chercher un article précis, on va aller chercher une information et à ce moment-là, c'est l'IA qui va faire remonter les informations qu'elle trouve le plus pertinentes. Alors comment? Par la qualité du contenu, qui est rédigé et par aussi la validation des gens qui ont pu lire ce contenu et ça va changer en fait notre façon d'interagir réellement avec l'information. Après, le deuxième effet, de niveau 2 finalement, c'est qu'à force de produire du contenu sur internet qui est rédigé par l'IA, les IA finissent en fait à s'entraîner sur du contenu qui a été aussi rédigé par l'IA. Et donc on le comprend, elles gagnent plus vraiment le meilleur que peut apporter l'intelligence humaine, mais elles finissent par plafonner, à un niveau de contenu qui est un niveau qui est médiocre, tout au plus, puisqu'il a été rédigé finalement sans intelligence humaine et uniquement en recrachant du contenu déjà existant. Donc elles vont finir par s'entraîner elles-mêmes et à ce moment-là, il faudra, trouver un autre moyen de récupérer cette data. Et je pense que la prolifération de contenu, ça va surtout engendrer un changement de paradigme dans la façon dont on accède à cette information-là. Le search actuel va complètement, disparaître. Ouais. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à un article du New York Times qui est sorti il y a quelques semaines qui parle de données synthétiques. C'est-à-dire quand les IA génèrent du contenu qui entraîne d'autres IA et ainsi de suite, on rentre dans un espèce de cercle un peu vicieux, où la donnée n'est plus humaine comme tu le disais, mais effectivement, synthétiquement créée par l'IA et ça soulève bon nombre de questions, ouais. Et tout le monde, utilise de la donnée synthétique pour entraîner de l'IA, hein. C'est quelque chose qui se fait et qui est très courant aujourd'hui. Nous aussi, on le fait et on va lui demander de faire des contenus de plus en plus spécialisés et c'est comme ça qu'on va réussir à entraîner aussi de l'IA. OK, parfait. Bah, écoute, c'est bien noté. Alors à toi à présent, Paul-Alexandre, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors, on a beaucoup parlé de technique, maintenant j'aimerais, qu'on aborde un sujet, peut-être un peu plus philosophique. Moi, je vois très, très bien les impacts que peuvent avoir l'IA sur la partie business. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que vous pensez que l'IA va influencer notre compréhension de la créativité et de l'originalité? Et à quel point une machine pourra un jour être véritablement, créative et produire pourquoi pas de l'art? En tout cas, ce qu'on perçoit comme de l'art aujourd'hui. Parfait. Eh ben, écoute, c'est bien noté. Merci beaucoup de ta participation. Paul-Alexandre, je rappelle que tu es CTO chez Virteam. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Julien, merci encore pour l'invitation. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.